Bienvenue à tous. Merci pour votre intérêt pour le Collège de France et la confiance que vous nous accordez en participant à ce webinaire. Nos professeurs ont une double vocation, celle de la recherche fondamentale au plus haut niveau et celle de la transmission des connaissances, et non des moindres. Nous avons choisi de vous parler ce soir du défi climatique. Il est au cœur de nos préoccupations car l'enjeu est immense. Il concerne les générations futures et la survie de notre planète. Le discours ambiant est inquiétant, parfois même alarmiste. Le professeur François-Xavier Fauvel, le professeur Marc Foncave, le professeur Pierre-Louis Lyons ont une vision scientifique issue de nombreuses années de recherche dans les domaines de l'histoire, de la chimie et des mathématiques. Ils vont présenter ce soir des perspectives nouvelles et des solutions pour nous adapter à ce défi de taille. C'est un honneur de les partager avec vous tous. Avant de les écouter, je vous invite à nous envoyer vos questions via chat. Nous aurons à l'issue des 3 interventions un temps d'échange pour que tous les professeurs puissent vous répondre. Je laisse maintenant la parole au professeur Haroche, prix Nobel de physique, qui va introduire cet échange scientifique. Donc, je suis heureux de dire quelques mots d'introduction à ce webinaire de la Collège de France British Foundation. Nous avions, il y a un an, été merveilleusement reçus à Londres par Madame Hortense de Mitry, notre présidente, à l'occasion du pré-lancement de cette fondation. Nous avons gardé le souvenir d'un événement chaleureux et stimulant et nous nous réjouissions de revenir cet automne à Londres pour l'inauguration officielle de la fondation. Malheureusement, l'épidémie nous contraint aujourd'hui à demeurer de ce côté-ci de la Manche et la technologie nous permet malgré tout de rester en contact avec nos amis de Grande-Bretagne. Je remercie la Fondation du Collège, et en particulier Julie Barbarou et Marie Chéron, d'avoir organisé cette réunion par visioconférence et j'espère que l'année prochaine, la réunion équivalente pourra se tenir à Londres dans des conditions meilleures. Le monde a changé depuis un an d'une façon que personne n'avait imaginé possible il y a seulement 9 mois. La pandémie a bouleversé nos vies. Elle nous rappelle au gré des vagues épidémiques, des confinements et des déconfinements successifs que nos sociétés sont fragiles. Les remettre en marche sera une entreprise difficile et de longue haleine. Pour résoudre cette crise sanitaire qui est devenue aussi sociale et économique, il faudra adopter des mesures à l'échelle de la planète en coordonnant les efforts de tous les pays au niveau régional, au niveau européen, mais au-delà au niveau mondial. En ce sens, et on revient donc au sujet du webinaire d'aujourd'hui, la crise sanitaire brutale que nous traversons partage bien des traits avec la crise climatique qui est le sujet de notre soirée. Le développement du virus dans le monde en 2020 a certes été beaucoup plus rapide que la montée du taux de gaz carbonique atmosphérique. Celle-ci ne se produit pas sur une période de quelques mois, mais graduellement au rythme des décennies. Nous pouvons cependant, toute proportion gardée, tirer pour la crise climatique des informations extrêmement utiles de celle de la Covid-19. Quels sont les points communs entre ces deux crises? D'abord, il faut dire que toutes les deux étaient prévisibles. Depuis longtemps, les épidémiologistes alertaient les gouvernements sur la possibilité d'une pandémie virale mondiale. Les épidémies de SARS et de MERS et celles d'Ebola étaient restées localisées sur la planète, tout comme les événements climatiques régionaux, tempêtes et inondations qui se multiplient aujourd'hui en annonçant le dérèglement du climat. Les opinions publiques dans nos pays développés pensaient que ces catastrophes ponctuelles, qu'elles soient sanitaires ou climatiques, ne les concernaient pas vraiment. Je dois avouer qu'en ce qui concerne la pandémie, je partageais cette impression trompeuse et rassurante. La dernière grande pandémie, la grippe espagnole d'il y a un siècle, me semblait bien loin et je pensais naïvement que les progrès de l'hygiène et des thérapies modernes rendaient la reproduction d'une telle catastrophe improbable. Je fus détrompé par un collègue biologiste avec qui je discutais en janvier dernier. Il m'apprit que nous n'avions pas de remède contre certains virus et me prévint que la globalisation des échanges mondiaux pouvait rendre dévastateur le nouveau virus qui commençait à circuler en Chine. Les spécialistes avaient donc prévu cette possibilité qui s'est malheureusement réalisée. Il en est de même de la crise climatique qui nous est annoncée par les climatologues depuis plus de 40 ans. Dans les deux cas, on ne peut pas dire que l'on ne savait pas. Et dans les deux cas, les réponses des gouvernants suivent la même tendance. Malgré les avertissements, ils ne se donnent pas les moyens de répondre de façon adaptée aux risques parce qu'ils se focalisent sur le coût à court terme des mesures de protection et négligent ou refusent de voir le prix qu'il faudra payer à long terme si l'on ne se prépare pas. Dans le cas du danger épidémique, cela s'est manifesté par une impréparation des hôpitaux
dont on a surtout cherché à améliorer la rentabilité financière au détriment de la capacité en vie, ou encore par le manque de masques, pour ne parler que des problèmes les plus graves. Dans le cas de la crise climatique, nous voyons sur une échelle de temps plus longue les mêmes mécanismes à l'œuvre. Les impératifs économiques et politiques à court terme l'emportent sur la vision à long terme. La sagesse proverbiale du « il vaut mieux prévenir que guérir » a du mal à s'imposer, c'est le moins qu'on puisse dire. Un autre point commun de ces deux crises est qu'elles s'accompagnent d'attaques contre la rationalité de la science de la part de courants négationnistes et complotistes. Les vérités dérangeantes de la situation font peur, qu'il s'agisse de la pandémie ou du climat. Dans ces contextes anxiogènes, dénigrer la science, vue comme messagère de mauvaises nouvelles, est une attitude qui se répand de façon inquiétante. Le clivage entre ceux qui, face au danger, croient en la rationalité scientifique et ceux qui la rejettent crée un fossé profond, dangereux pour nos sociétés démocratiques. Les événements politiques récents ont mis en évidence ce clivage. La semaine dernière, la chancelière allemande Angela Merkel a manifesté son inquiétude devant cette situation dans un discours vibrant en défense de la science, d'autant plus précieux qu'il vient d'une grande responsable politique parlant devant son Parlement. Elle y a rappelé sa propre formation de physicienne, indiquant qu'élevée en Allemagne de l'Est, elle s'était précisément tournée vers la science parce que celle-ci était porteuse d'une vérité qui ne pouvait être contaminée par les idéologies. Comme elle l'a dit avec force, la constance de la vitesse de la lumière ou la loi de la gravitation universelle sont des faits que l'on peut nier sans dommage pour la société. Je dirais qu'il en est de même de l'évolution darwinienne ou des lois de la génétique. La position du Collège de France devant cette situation conflictuelle est claire. Il est du côté de la science et des Lumières. Sa tradition historique et sa pluridisciplinarité, à la fois humaniste et scientifique, font que le Collège est naturellement amené à analyser en profondeur ces crises, à en étudier les causes et à chercher des solutions. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la question climatique, mais je voudrais rappeler que le Collège s'est au cours des derniers mois penché sur la crise sanitaire. Il a organisé des webinaires au cours desquels des professeurs en biologie, en épidémiologie et en économie ont analysé les différents aspects de la pandémie en présentant les problèmes qu'elle pose par-delà nos frontières, dans le cadre de l'Europe et au-delà au niveau mondial. Vous pourrez trouver sur le site du Collège l'enregistrement de certaines de ces conférences. Notre collègue Jacques Glowinski s'est au printemps dernier fortement impliqué dans l'organisation de ces événements virtuels. Je voudrais rappeler ici sa mémoire car elle illustre tout ce qui fait la qualité, l'originalité et la grandeur de notre institution. Jacques Glowinski a mené au Collège de France toute sa carrière de chercheur en neuropharmacologie, faisant des découvertes qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Il y a présenté dans ses cours, comme nous le faisons tous, sa recherche alors qu'elle était en train de se faire. Il a été ensuite, pendant 6 ans, administrateur du collège et a joué un rôle essentiel dans la rénovation architecturale des bâtiments, une rénovation qui contribue aujourd'hui au rayonnement de notre institution. Après son départ à la retraite, Jacques Glowinski a continué à travailler et c'est tout naturellement qu'au commencement de la crise sanitaire, il a pensé que le Collège de France se devait d'y répondre par une réflexion pluridisciplinaire. Alors qu'il avait contribué avec d'autres professeurs à organiser les conférences que je viens d'évoquer, il a été une des victimes de la deuxième vague épidémique et a été emporté par elle le mois dernier. Je tenais à rappeler sa mémoire à cette occasion. Quelques mots pour finir sur le thème du webinaire d'aujourd'hui. Les questions liées au réchauffement climatique et à la mise en place des moyens nécessaires pour y faire face, le contrôler dans la mesure du possible et limiter ses effets les plus graves, ont fait l'objet de nombreux cours, séminaires et colloques au Collège de France depuis de nombreuses années. Je n'en donnerai ici que quelques exemples. Le professeur Édouard Barr, qui consacre ses recherches et ses cours depuis une quinzaine d'années à l'évolution du climat et à l'océan, a joué un grand rôle dans la prise de conscience du problème climatique en France. Il y a 10 ans, en juin 2010, eut lieu au Collège, à l'initiative du professeur Guenry, une grande conférence intitulée « Gérer le changement climatique ». Elle se focalisa sur les aspects économiques de la crise du climat. Le coût du report des mesures visant à contrôler le changement climatique était envisagé bien avant le traité de Paris de 2015. Je me souviens que de grands économistes, Jean Tirole et Nicolas Stern en particulier, soulignèrent combien l'adoption de mesures immédiates permettrait sur le long terme de réduire pour les générations futures la facture climatique. Nicolas Stern consacra le cours de professeur invité qu'il donna à Paris à analyser les aspects économiques de la crise. D'autres cours et colloques s'intéressèrent au rôle important que joue l'innovation scientifique dans cette crise. Je pense en particulier au cours de Philippe Aguillon. Les conséquences du changement climatique sur le niveau des océans et la fonte des glaces
fait l'objet du cours annuel du professeur invité Annie Cazenave. La répercussion du réchauffement et de la pollution sur la biosphère fut analysée dans le cours du professeur invité Gilles Boeuf. Enfin, les relations entre sciences, démocratie et politique, dont l'analyse est essentielle pour comprendre les enjeux actuels de la crise climatique, ont fait l'objet du colloque de rentrée du Collège de France en 2013. J'arrêterai ici cette énumération qui est loin d'être exhaustive. Vous pourrez trouver sur le site du Collège les enregistrements de ces cours, colloques et conférences et les diapositives qui les ont illustrés. 3 exposés seront donc présentés dans le webinaire de ce soir qui évoqueront la crise climatique sous des angles différents, illustrant la pluridisciplinarité des approches du collège. Nous commencerons par l'exposé du professeur François-Xavier Fauvel, historien spécialiste de l'histoire de l'Afrique, qui nous parlera de la façon dont les sociétés réagissent aux catastrophes environnementales. Je vous recommande en complément de son exposé de lire ou d'écouter la leçon inaugurale qu'il a donnée récemment au Collège de France. Je dirai 2 mots aussi des 2 autres conférences. Le professeur Marc Fontcave, qui n'est pas besoin de présenter puisqu'il est président de la Fondation du Collège de France, nous parlera ensuite de ses recherches sur le recyclage du gaz carbonique en carburant durable. Il a, dans un livre récent intitulé « Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique », exposé très clairement les défis scientifiques que nous pose le réchauffement et celui du recyclage du gaz carbonique en est un essentiel. Le professeur Pierre Williams, médaille Fields, qui s'est intéressé aux apports des mathématiques à la gestion de l'économie et des marchés financiers, nous parlera enfin de l'aspect financier de la crise climatique. Son ouvrage récent intitulé « Dans la tête d'un mathématicien » montre combien les mathématiques peuvent être dynamiques et vivantes lorsqu'elles sont appliquées à des problèmes d'actualité. Je laisse maintenant la parole à François-Xavier Fauvel. Je cède la parole au professeur qui détient la chaire de chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Merci, bonsoir tout le monde. Voilà, je regrette que nous ne soyons pas tous ensemble, mais c'est une formidable réalisation qui nous permet quand même de communiquer. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer d'éviter de vous montrer des réactions chimiques un peu trop complexes et essayer de vous faire passer un message sur un sujet qui est sans doute qui n'est pas apprécié à sa juste mesure, c'est la question du carbone. Demain, alors normalement ça devrait marcher, c'est ce que j'ai vu. Voilà, oui. Alors ça peut marcher, ça. Non, vas-y. Bon. Voilà, oui. Ça, c'est une chose évidente. Demain, ça sera toujours plus d'énergie, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 8 milliards d'habitants. Demain, très vite, une dizaine de milliards d'habitants. Et toute cette humanité va de toute façon demander plus d'énergie, même si nous faisons tous les efforts pour être plus efficace dans les technologies de consommation d'énergie. Et vous voyez aujourd'hui, ces 17 terawatts de puissance que nous consommons, je parle en puissance, et tout indique, malgré tous les efforts, que nous arriverons en 2050 à une trentaine de terawatts. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est, diapositive suivante, c'est évidemment cette corrélation qui aujourd'hui n'est pas discutable. C'est ce lien entre nos émissions de CO2 et la température. On parle de réchauffement climatique, c'est là que se trouve le cœur de l'affaire. Donc, c'est toujours plus d'énergie, mais toujours plus d'énergie bas carbone. Et donc, je voudrais vous développer un sous-ensemble de la problématique, comment aller vers plus d'énergie bas carbone. C'est ce qu'on appelle la transition ou la révolution énergétique. Et évidemment, ce sont des approches qui répondent à des injonctions. La première, c'est évidemment diminuer la part des énergies fossiles, puisque c'est leur consommation qui conduit à ces émissions de CO2. Et donc, la question que je pose, qui est rarement posée, c'est mais alors demain, quel carbone nous allons utiliser? Et j'ai l'habitude de dire qu'en effet, on entend des choses comme il faut décarboner la planète. Non, il ne faut pas décarboner la planète, il faut décarboner l'énergie, c'est déjà assez difficile comme ça. Et de toute façon, notre planète est carbonée. Mais demain, quel carbone? Et pourquoi nous aurons besoin de carbone? Et la deuxième question, c'est
à l'injonction développer les énergies renouvelables, c'est, puisqu'elles sont intermittentes, demain, quel stockage de l'énergie, parce que sans stockage, il n'y aura pas d'énergie renouvelable. Je ne parle pas d'un troisième sujet qui est de l'énergie nucléaire, mais on aura d'autres occasions d'en parler. Alors effectivement, aujourd'hui, notre monde est carboné, tout le monde est d'accord. Vous avez ici sur cette diapositive tous les secteurs qui consomment du carbone, les centrales thermiques à gaz et charbon pour faire de l'électricité, le chauffage pour l'habitat, les transports évidemment, la mobilité. Et il y a toute l'industrie chimique, c'est des dizaines, des centaines de milliers de produits chimiques de notre environnement. Certains disparaîtront, certes, mais d'autres sont absolument irremplaçables. Je pense par exemple à des médicaments. Un médicament, c'est essentiellement carboné. Eh bien, demain, quand nous aurons remplacé ces ressources fossiles, eh bien, le monde sera plus électrique parce que nous serons passés en partie à l'énergie solaire et éolienne, parce que nous aurons, et ça j'en suis convaincu, encore de l'énergie nucléaire, et tout un tas de secteurs vont devenir électrifiés, vont devenir électriques. L'habitat, les transports, vous savez bien, on parle de voitures électriques, le chauffage sera de plus en plus électrique. Donc le monde de demain sera plus électrique. Mais il y a tout un tas de produits de notre environnement, de nos sociétés qui sont carbonés, qui resteront carbonés, et la question c'est d'où tirerons-nous ce carbone? Ce carbone, c'est par exemple, vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre de batterie électrique dans un Airbus, le transport maritime, le transport aéronautique, tout un tas de transports demanderont des hydrocarbures, ils seront probablement de synthèse, tout un tas de produits chimiques de l'industrie chimique sont carbonés, tous les polymères qui nous entourent, j'ai cité les médicaments, tous les solvants dont nous avons besoin, enfin, etc., etc. Et donc, c'est la question que je pose, quel carbone? Et ici, j'ai indiqué que finalement, aujourd'hui, il y a 3 ou 4 sources de carbone de nos sociétés pour produire des dizaines de milliers de produits chimiques de notre environnement. Et aujourd'hui, c'est le gaz, le pétrole et le charbon. Quand tout ça aura disparu, soit parce qu'il n'y en aura plus, soit parce qu'on aura décidé de ne plus les retirer de la Terre, il faudra trouver du carbone. Alors, il n'y a pas de 36 solutions, ça sera soit la biomasse qui nous entoure, et ce que je propose, c'est aussi le CO2, et qui est très abondant et qui a beaucoup d'avantages, comme vous allez le voir. Deuxième question, le stockage. Comme vous le savez, il fait parfois nuit, il n'y a pas de soleil, il fait parfois mauvais temps, il n'y a pas de soleil, des fois il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Et donc, il faut pouvoir, dans les moments de grand ensoleillement et de grand vent, stocker les excès d'énergie qui sont à notre disposition. Là aussi, il n'y a pas 36 solutions. Il y a 4 grands types de stockage des énergies renouvelables. Et je n'en parlerai que d'un. Il y a le stockage par la biomasse, c'est le stockage chimique naturel, j'en dirai un mot. Il y a le stockage hydroélectrique. Il y a le stockage par les batteries électriques. Et moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle le stockage chimique, c'est-à-dire le stockage de l'énergie solaire sous forme de molécules chimiques riches en énergie. Et le plus bel exemple de cette stratégie-là, c'est celle qui est mise en œuvre, que nous avons sous nos yeux en permanence, qui est la photosynthèse, ce magnifique processus que réalisent les plantes, que réalisent les microalgues, que réalisent les cyanobactéries, ce qu'on appelle des organismes photosynthétiques, qui ont cette capacité formidable de piéger le CO2 et de le faire réagir avec de l'eau, tout simplement, du CO2 et de l'eau, et de donner toutes les molécules de la biomasse, ce que j'appelle la biomasse ici, toutes les molécules de notre environnement, de la nature. Et évidemment, cette transformation-là a besoin d'énergie, et la photosynthèse utilise l'énergie solaire, de sorte que la biomasse est riche de molécules, riche de l'énergie solaire qu'elles ont emmagasinées. Et donc demain, l'utilisation du CO2, sa transformation, c'est une stratégie qui a énormément d'intérêt. Je dis ici d'une pierre 3 coups. Si vous transformez le CO2 en molécules carbonées, non seulement vous retirez du CO2 de l'atmosphère, mais vous réalisez du stockage des énergies renouvelables sous la forme d'énergie chimique, ces molécules carbonées riches en énergie, et
par ailleurs, vous produisez les molécules carbonées dont nous avons besoin dans nos sociétés. Et ce qui est représenté ici sur cette image, c'est au cœur un dispositif qui s'appelle un électrolyseur, dans lequel on met du CO2 qui est issu des grands centres de production de CO2 de l'industrie, par exemple, des centrales thermiques, des fermenteurs, des cimenteries qui produisent des quantités massives de CO2 qu'on capte et qu'on envoie dans cet électrolyseur. Il faut de l'énergie pour transformer le CO2, c'est ce que vous voyez sous la forme d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, et vous produisez tout un tas de composés chimiques qui sont très riches en énergie, qui contiennent l'énergie éolienne et solaire qui ont été introduites dans l'électrolyseur. Et vous avez là la possibilité d'aller vers des plastiques, vers tout un tas de produits chimiques de l'industrie, vers des carburants, vers des produits pharmaceutiques, voilà, etc., etc. Tout ça est carboné. Bon, passons, diapositive suivante. Ici, je voudrais vous montrer ce diagramme qui est très important parce qu'il nous dit beaucoup de choses. Vous avez en ordonnée la densité d'énergie volumétrique et en abscisse la densité d'énergie gravimétrique. Ceci nous indique la quantité d'énergie par unité de volume et par unité de masse. Plus vous avez d'énergie dans un petit volume et dans une petite masse, et mieux c'est. Eh bien, quels sont les carburants les plus intéressants? Évidemment, on n'y échappe jamais. Ce sont nos carburants préférés, issus des ressources fossiles, notre pétrole, nos essences, notre diesel. Vous voyez, il est tout en haut à droite. Et les plus mauvais stockeurs d'énergie, ce sont les batteries. Vous voyez, c'est pour ça que si les batteries n'étaient pas placées là, il y a longtemps qu'on les exploiterait, mais voilà, elles sont limitées en densité d'énergie, c'est pour ça que ce n'est pas si simple. Mais là-dedans, il y a des molécules intéressantes, et en fait, tout l'objet est de trouver des molécules qui ressemblent à nos diesels, essence et pétrole. Et en particulier, vous voyez au milieu, il y a ETOH, ça veut dire éthanol, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Diapositive suivante. Ici, je voudrais, alors sans rentrer dans le détail parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, vous dire que en fait, cette démarche qui consiste à transformer le CO2 en utilisant de l'énergie solaire, c'est ce que nous essayons de développer au Collège de France. Et ici, dans ce schéma, vous voyez ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'au milieu, peut-être tu peux montrer le panneau photovoltaïque et la cellule, nous développons des dispositifs qui permettent de capter l'énergie solaire, d'envoyer l'électricité dans un électrolyseur, c'est le petit dispositif qu'il y a au milieu. Le CO2 rentre dedans avec de l'eau, et grâce à des catalyseurs que vous voyez sur la droite en haut, des catalyseurs nanostructurés, vous voyez, ça a même la forme de feuilles. C'est assez sympathique de faire de la photosynthèse artificielle avec des matériaux qui ressemblent à des feuilles. C'est du cuivre, parce que c'est un métal qui est très efficace pour cette transformation. Et grâce à ce type de matériaux, nous avons transformé le CO2 d'une part en éthylène, d'autre part en éthanol, c'est ce que j'indique en dessous. Juste un petit mot, l'éthylène, c'est le composé chimique qui est le plus produit industriellement sur la Terre. Malheureusement, c'est 200 millions de tonnes. Malheureusement, peut-être vous imaginez pourquoi, mais l'éthylène est un précurseur de tout un tas de molécules, et en particulier de polymères, de plastiques. Et évidemment, aujourd'hui, cet éthylène est produit à partir de ressources fossiles avec des procédés qui demandent beaucoup d'énergie, qui produisent beaucoup de CO2, et nous le transformons, nous le produisons ici à partir d'énergie solaire et de CO2. C'est ça l'enjeu, c'est un exemple. Peut-être ce n'est pas nécessaire de rentrer dans ce détail. Un autre exemple, parce que c'est un travail récent et évidemment on est toujours un peu plus excité par les travaux tout récents. Enfin, le précédent était de 2019, là je vous parle quelque chose de 2020. Et ici, c'est le fait que nous avons réussi à transformer le CO2 en un intermédiaire qui est le monoxyde de carbone. Et là, nous allons plus loin en transformant ce monoxyde de carbone CO, que vous voyez sur cette diapositive, en une molécule plus élaborée qui est un précurseur de polymère de type polyester au polyuréthane. Ce qui est intéressant, c'est que si toutes les molécules de carbone d'un polymère, qui est une longue chaîne de carbone,
si tous ces atomes de carbone viennent du CO2, comme nous le faisons ici, alors non seulement nous avons produit une molécule utile pour l'industrie, un polymère, mais nous avons une quantité massive de carbone qui vient du CO2 qui est stockée sous la forme de polymères. En plus, les polymères sont stables, donc c'est une forme stable de stockage du CO2. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je termine là-dessus. Voilà, demain, il faudra du carbone. On ne pourra pas se passer du carbone. Un monde avec juste des énergies renouvelables, ça ne fait pas l'affaire. D'où viendra ce carbone? Beaucoup de la biomasse. Et ce que moi-même, avec mes collaborateurs, mais tout un tas de gens dans le monde, cherchent à faire, c'est de récupérer le CO2 et de le transformer en utilisant uniquement des énergies renouvelables. Comme je vous l'ai dit, on fait à la fois de la consommation de CO2, on la fait disparaître de l'atmosphère, on fait du stockage des énergies renouvelables et on produit des molécules carbonées utiles. Et le dernier point, c'est que évidemment, toutes ces molécules carbonées qu'on brûlera redonnera évidemment du CO2, mais c'est du CO2 qui aura été recyclé et qui continuera à être recyclé. C'est un peu le principe de l'affaire. Voilà, juste un petit mot parce que il faut remercier, je souhaite quand même remercier, oui, diapositive, voilà, tout un tas de gens, beaucoup de collaborations, et sur la gauche, surtout tous mes collaborateurs étudiants et ingénieurs au Collège de France. Voilà, merci. Après avoir parlé de carbone, nous allons parler de finance avec mon ami et néanmoins collègue Pierre-Louis Lyons, donc professeur de mathématiques. Son exposé, c'est modéliser une finance durable. Pierre-Louis. Merci. Je reprends ton masque. Voilà. Préparez, vous avez la redoutable tâche de passer les slides. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je devrais dire bonsoir d'ailleurs. Le hasard de l'ordre alphabétique fait que je vais faire la dernière présentation et que vous n'avez pas de chance parce que ça tombe sur un matheux. Et un matheux français qui plus est. Et certains de mes collègues m'ont certainement déjà entendu le dire, je ne pense toujours à la phrase de Goethe disant que les Français sont comme les mathématiciens. Quand on leur dit quelque chose, ils traduisent instantanément ce que l'on vient de dire dans leur langage et cela devient incompréhensible. Bon, alors, modéliser, finance, durable, les trois mots sont exacts, se retrouveront dans mon exposé, mon bref exposé. Leur juxtaposition peut être discutée, on peut imaginer beaucoup d'autres combinaisons. Auparavant, Serge Haroche, le professeur Serge Haroche, nous a très bien rappelé tout ce que le Collège de France faisait déjà autour du défi climatique. Je me permettrai de faire quelques remarques supplémentaires pour illustrer toute la force, grâce notamment à la pluridisciplinarité que représente le Collège de France sur des sujets aussi complexes. D'ailleurs, peut-être je peux commencer par une petite remarque qui n'est pas directement liée à mon exposé, qui est, vous savez, les matheux, ça a toujours tendance à simplifier. Hein. Les chiffres, c'est quand même très très simple par rapport à toutes les questions qu'on aborde. Et quand on réfléchit au problème de l'énergie et du défi climatique, j'ai toujours envie de dire qu'il y a trois facteurs multiplicatifs. Le premier, et d'ailleurs c'était tout à fait présent dans l'exposé de Marc, c'est la population. Et je parlerai de surpopulation. Le deuxième, c'est la consommation énergétique des individus, des entreprises, mais également des communautés. Et quand je parle de communautés, pensons à la communauté des blockchains, Bitcoin. On évalue la consommation électrique pour le mining du Bitcoin, on évalue ça à la consommation électrique de la Finlande. On peut d'ailleurs, on pourrait faire des économies d'énergie extraordinaires en remplaçant le proof of work par d'autres concepts de preuve.
tout en gardant l'idée de preuve peer-to-peer. Et c'est que le début, parce qu'il y a les crypto-monnaies, on connaît toutes les réserves, et il y a beaucoup de financiers, je crois, qui nous écoutent, et on connaît toutes les réserves que l'on peut avoir à l'égard des crypto-monnaies. Mais derrière les crypto-monnaies, il y a la technologie des blockchains. Derrière, et maintenant, on voit apparaître ce qu'on appelle les réseaux Lightning, qui sont absolument des objets absolument passionnants. Quoi qu'il en soit, une très grande inventivité sur ce sujet. Donc, consommation à différents niveaux, qu'elle soit individuelle, etc., etc. Comme je venais de dire, le troisième facteur multiplicatif, c'est évidemment l'impact environnemental de l'énergie et de l'énergie finalisée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, bien entendu, Marc Fonca, Jean-Marie Tarascon, sur ces deux dernières questions, ont énormément de choses à nous apprendre et à nous dire. Sur le premier sujet, si je reviens très brièvement à la surpopulation, des solutions compliquées, on le sait. Néanmoins, on voit bien que lutter contre la pauvreté est un enjeu absolument crucial. On voit bien aussi que étudier l'éducation dans un certain nombre de pays et faire particulièrement attention à l'éducation des femmes et à l'accès à l'éducation des femmes, ce sont des enjeux très importants, et l'arrivée imminente de Esther Duflo au Collège de France va nous renforcer, va terriblement nous renforcer sur ce premier aspect. Donc, je ferme cette petite parenthèse sur les trois aspects, mais je ne voudrais absolument pas négliger toutes les sciences sociales au Collège de France. Tu nous as très bien montré comment le passé, aussi bien au niveau de l'histoire que de l'archéologie, je pourrais rajouter l'anthropologie, je pourrais ajouter la sociologie, etc., peuvent nous apprendre de choses, et je reviendrai sur le temps un peu plus tard dans l'exposé. Modéliser une finance durable. Alors, modéliser dans les sciences sociales, c'est très dangereux. Je vous rappelle, j'ai toujours en tête l'avertissement du grand écrivain italien Italo Calvino, qui, sur la fin de sa vie, je crois que c'est un de ses derniers romans, enfin, dernier livre, c'est pas un roman, qui s'appelle Monsieur Palomar, a un court récit qui s'appelle Il modello dei modelli. Même si on ne parle pas italien, on a compris. Le modèle des modèles. Et justement, il se pose la question, est-il raisonnable de modéliser, sous-entendu quand même mathématiquement, des aspects des sciences sociales? Et il conclut d'ailleurs que non. Je recommande tout à fait la lecture de ce petit récit. Pourquoi diable Italo Calvino avait écrit cela? C'est qu'il a écrit à Paris et il fréquentait l'Unipo, qui était rempli, comme on sait bien, de mathématiciens et de physiciens. Et donc, d'où cet intérêt sur la modélisation mathématique, qu'il décrit d'ailleurs en termes absolument remarquables. Donc, attention, modélisation et sciences sociales, faire attention. Plus en avant. Il faut que je vous regarde. Bon, avec plaisir. Donc, excusez-moi pour ce petit intermède, mais apparemment, j'étais mal placé. Donc, modélisation en sciences sociales, mais également utilisation de la modélisation numérique, des algorithmes, ce sont des questions qu'il faut toujours regarder avec un sens critique. On connaît bien tous les débats sur l'utilisation quasi aveugle d'algorithmes pour gérer des quantités massives de données. On reparlera des données dans quelques instants. Mais également pour des simulations numériques colossales et fort intéressantes et qui nous apprennent beaucoup de choses sur des prédictions climatiques. Il n'en demeure pas moins que l'on doit analyser tout ceci avec un sens critique permanent. Et je ne résiste pas au plaisir de faire encore une autre citation, en reculant le plus possible au moment où je parlais un tout petit peu de maths. Et donc, c'est une citation d'un des héros, de mon héros, à savoir John von Neumann, qui disait au début des années 50, il devrait être plus facile de contrôler le climat plutôt que de le prédire. C'est une prophétie, elle peut se révéler complètement fausse, mais c'est une prophétie intéressante. Quoi qu'il en soit, enfin, modéliser une finance durable, je ne vais pas essayer de vous parler de finance verte, car je m'intéresse à ces sujets depuis le début des années 2000, et j'ai toujours l'impression d'être un novice. Donc, j'imagine que parmi mes auditrices et auditeurs, il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi sur la finance verte. Je vais peut-être essayer d'illustrer ce que peut amener une approche quantitative.
Merci. Alors donc, effectivement, je vais parler d'actions que j'ai menées. Désolé d'être autant centré sur ce que j'ai pu faire, mais ce sont uniquement des illustrations. Au début des années 2000, nous avons une initiative de recherche qui est une soi-disant chaire, mais en fait c'est du mécénat, c'est un réseau de recherche qui est entre Dauphine, Lix, EDF et Crédit Agricole. Ce sont les signataires, mais de nombreux professeurs du Collège de France ont participé ou ont été très actifs dans cette chaire FDD. FDD, l'acronyme veut dire Finance et Développement Durable. Créé au début des années 2000, on ne parlait pas trop de la juxtaposition à ce moment-là de la finance et du développement durable. Plus récemment, un programme transversal à l'Institut Louis Bachelier, qui est un programme de finance verte, que je préside, mais qui est vraiment dirigé par des experts, à savoir Stéphane Voisin et Paul Tankov. Un mot sur une autre activité dans laquelle je me suis lancé, sûrement pas pourquoi, Observatoire de la finance durable. C'est la place de Paris qui a instauré cet observatoire. L'idée étant de faire du reporting, enfin de mettre en ligne toutes les données, plus ou moins agrégées, des fédérations bancaires, des fédérations d'assurance et aussi d'acteurs individuels qui sont des gestionnaires de fonds d'investissement, des gestionnaires de fonds. Donc, l'Observatoire récolte ces données sur la base du volontariat, les met en ligne et s'est doté, dans le cadre d'un grand projet européen de finance verte qui est ClimaCT, et s'est doté d'un comité scientifique que je préside et qui a pour but, et qui contient non seulement des universitaires, mais aussi des représentants d'ONG et des représentants de la force publique, et qui a pour but de critiquer, proposer des améliorations, car Dieu sait, dès que l'on fait du reporting, Dieu sait si les choses sont délicates, quelle est la fiabilité, la qualité des données, comment on agrège, quelles sont les méthodologies d'alignement, etc., etc. Découpage géographique, qu'est-ce que ça veut dire une multinationale, de regarder sous la place de Paris, etc., etc. Donc, tout un tas de questions très difficiles, même si c'est la science un peu molle. Très basé sur les données et l'utilisation des données, et j'insiste toujours sur le besoin de les rendre publiques et transparentes pour que tous les citoyens en soient informés. Transparence suivante, s'il vous plaît. Alors, bon, quelques exemples de modèles mathématiques et de méthodes mathématiques étudiées dans FDD. Tu as déjà cité, Serge, Roger Guenry et les taux écologiques. Et les taux écologiques, c'est typiquement le problème du temps que François-Xavier mentionnait. Car même si on regarde le futur, la problématique est la même. C'est au fond le taux de préférence intertemporel. C'est une manière un peu plus précise que de parler de taux d'actualisation. Et le rapport Stern a été essentiellement basé sur cette question et beaucoup de travaux autour de Roger et mes collaborateurs sur ces taux écologiques. Des incitations aux transitions. Comment prendre en compte l'effet de mimétisme? On sait très bien que de faire comme ses amis, ses voisins, peut énormément accélérer le rythme d'une transition. Donc, comment on prend en compte, et pas simplement une décision individuelle complètement rationnelle. Tarification et économie d'énergie. Des modèles miniers, etc. Donc, dans les outils mathématiques, ce sont tous des outils d'aide à la décision, du contrôle optimal, de l'agent principal, et puis plus récemment, la théorie des jeux à champ moyen. On va arriver à essentiellement le dernier transparent. Donc, zoom sur, je vais faire un tout petit zoom sur un modèle de production pétrolière. Bon, c'est un Minfield Games avec agent dominant, ça c'est notre sauce mathématique, c'est notre boîte à outils. On a créé le modèle Edmond, des modèles Edmond avec une équipe très pluridisciplinaire, des économistes, des mathématiciens, des informaticiens, etc., puisqu'il y a aussi besoin de récupérer des données. Et c'est un modèle de production et un modèle de stockage du pétrole. Ce modèle a été comparé et validé sur des décennies de données, production, prix, stock. Il a fallu d'ailleurs, il y a des données publiques, il y a des données synthétisées par la startup Keros qui est spécialisée dans l'imagerie satellite et comment on déduit grâce à l'imagerie satellite les niveaux dans les cubes de pétrole, les fuites dans les pipelines, etc. Donc c'est un mélange d'imagerie
et de traitement intelligent des données. On parle d'IA, mais je me refuse d'employer ce mot. C'est ce modèle qui est comparé, validé, mais on a un peu hésité à le propager, hein, à le mettre à envoyer un journal, parce qu'on avait deux aspects de ce modèle qui nous gênaient. On voyait dans certaines circonstances le prix s'effondrer, tomber, et on appelle ça la falaise, parce que le prix s'écroulait, prédiction de la falaise. Puis bien pire, on avait fait une autre prédiction, dans certains cas, on voyait des prix négatifs. Notre modèle donnait des prix négatifs. Et là, on s'est dit quand même, il y a un problème. Hein. Des prix négatifs, c'est avec une probabilité très faible, un phénomène très rare. Alors, on a vérifié les codes numériques à tour de bras pour être sûr que des fois, ce n'était pas l'erreur numérique qui créait artificiellement les prix négatifs. Il se trouve que dans un article du Financial Times, le 23 mars 2020, l'article que l'on avait disséminé a été lu par l'auteur de l'article et qui explique que notre travail permet de comprendre, grâce à la théorie des jeux, la crise pétrolière vécue en fin mars, cette sorte de pseudo-guerre pétrolière entre l'Arabie saoudite et la Russie. En fait, la théorie des jeux donne une interprétation un peu différente. Et effectivement, c'était tout à fait compatible, hein, raréfaction de la demande, confinement dans beaucoup de sociétés, des stocks très élevés, effondrement des prix et effondrement extrêmement violent, compatible avec les données que nous avions. L'autre prédiction sur les prix négatifs, c'est que les prix négatifs, début avril, on les a vus sur les futures, sur l'essence. Bon, au-delà de cet aspect d'un modèle qu'on essaie de tester, de critiquer, comme je disais, hein, la critique est absolument indispensable, on le triture de tous les côtés pour voir s'il a une chance d'avoir une certaine proximité avec la réalité. Bien, une fois qu'on a une petite confiance en ce modèle, eh bien, on peut mesurer, faire des simulations. Exemple, l'impact de la taxe carbone. Nos conclusions sont diamétralement opposées de celles de l'économie de l'école d'économie de Toulouse, qui concluait plutôt, et d'un de mes collègues et néanmoins amis, qui concluait à une catastrophe sur le marché de l'énergie de l'arrivée de la taxe carbone. Notre conclusion est complètement différente. Nous voyons que la taxe carbone s'attaque au charbon d'abord et d'une certaine manière bénéficie indirectement à l'industrie pétrolière. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît et on voit bien qu'on est dans des ressorts de compétition et donc de théorie des jeux. Quoi qu'il en soit, c'était simplement quelques illustrations. Je reste toujours un novice sur la finance verte. Je voudrais signaler qu'aujourd'hui, nous sommes concentrés sur le climat, que la finance, comme l'économie, sont très concentrés sur le climat, mais je m'attends à ce qu'il y ait d'autres domaines qui interviennent très rapidement dans la finance, enfin très rapidement, à terme dans la finance, notamment tous les aspects de biodiversité. On en est au balbutiement en termes de l'économie liée à la biodiversité, et surtout dans ce que j'appellerais de la compensation, comme dans les marchés financiers. La question de l'eau, on voit les grandes manœuvres boursières liées au secteur de l'eau. Ce sont tous des secteurs, des questions absolument fondamentales qui sont interconnectées avec la crise climatique. Je ne dirais pas que ce sont des questions différentes, ce sont des questions qui sont liées. Donc, les mathématiques dans tout ça, tu te posais la question, François Bervier, tu te posais la question, qu'est-ce que l'historien a raconté? Mais je pourrais dire exactement la même chose comme mathématicien, quand le mathématicien essaie de démontrer des choses, de faire des simulations numériques. Bon, c'est un travail qui nécessite d'être extrêmement, qui a besoin d'être critiqué et qui nécessite un examen critique approfondi. Néanmoins, j'ai la faiblesse de croire qu'à partir du moment où toutes ces questions et dans les aspects financiers, on est automatiquement dans des aspects quantitatifs, eh bien, la rigueur mathématique me semble absolument indispensable pour, et je conclurai avec les exemples, construire des indices, des notations vertes, construire des méthodologies d'alignement, d'agrégation. Donc, voilà quelques perspectives et quelques illustrations.
Et sur ce, je vous remercie d'avoir patienté jusqu'à ce que Serge, je crois, reprenne la parole. Non, je ne sais pas dans quel ordre ça se passe. Je ne vais pas la reprendre vraiment, je vais simplement dire qu'on a eu 3 exposés très intéressants qui montrent la complexité du problème et qui montrent l'importance d'un certain nombre de facteurs, dont le facteur temps, qui a été souligné. Je crois que dans le premier exposé, on a parlé de l'histoire recouvre également la climatologie. Et ça me rappelle certaines remarques de gens disant que le climat a toujours changé sur Terre et qu'il y a eu des périodes beaucoup plus froides. Le facteur temps et surtout la vitesse d'évolution des phénomènes est un aspect essentiel. Si on regarde l'évolution de la température au cours des 15 000 dernières années, on voit qu'elle a augmenté de 4 degrés sur 15 000 ans, de façon à peu près, sur 10 000 ans, de façon à peu près linéaire. Elle s'est stabilisée sur les 5 ou 6 derniers 1000 ans, qui sont les périodes de la civilisation que l'on vit actuellement. Et depuis une cinquantaine d'années, la température augmente à un taux tel que dans les 100 prochaines années, on va avoir les 4 degrés qu'on a mis 15 000 ans à gagner précédemment. Donc, la vitesse d'évolution des phénomènes est essentielle. Vous l'avez rappelé en montrant comment certaines civilisations peuvent s'établir et survivre, peut-être parce qu'elles n'ont pas vraiment la conscience du temps. Comme vous le disiez, elles ne savent pas combien de temps il faudra qu'elles survivent dans des conditions nouvelles. Ce qui est, je pense, nouveau dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il va falloir s'adapter sur une durée qui est de l'ordre d'une génération. Et donc là, on arrive à des contraintes qui sont absolument inédites sur des populations gigantesques qui continuent à augmenter. Et c'est pour ça que tous les problèmes qu'on évoque sont extrêmement complexes, qui sont reliés entre eux. Marc, tu as parlé du fait qu'il fallait fournir des combustibles propres, tu as parlé de l'énergie solaire et tu n'as pas parlé de l'énergie nucléaire. Si on fabrique ces produits qui sont riches en énergie à partir d'énergie nucléaire, on réalise également une opération qui est positive du côté du carbone, du CO2. Je pense que c'est également une question importante. Tu as dit qu'il fallait discuter dans d'autres occasions, mais c'est important parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui sur la construction des centrales nucléaires auront un impact dans 10 ans, au moment où on aura besoin, par exemple, d'avoir des avions qui fonctionnent à partir de combustibles propres. Mais je pense qu'on ne pourra pas le faire uniquement par faute d'énergie solaire. Juste un petit mot, effectivement, tu as raison de soulever cette question-là. Il s'avère que je ne l'ai pas fait d'abord parce qu'on n'avait pas assez de temps, mais à une autre occasion on le fera. Mais on voit aujourd'hui, on a entendu le président de la République tout d'un coup rappeler la question du nucléaire, donc pour moi c'est bon signe. Il s'avère qu'un peu partout dans le monde, on voit une résurgence de la question nucléaire, au Canada, en Suède, un peu partout dans le monde. Voilà, donc je pense que la question va revenir parce qu'elle est incontournable. Et quant aux aspects financiers et aux modèles qu'on construit, tu as parlé des applications possibles, je pense que la santé également va relever du même type de problème et les prévisions et les modélisations que l'on voit tous les jours apparaître dans tous les médias posent ce genre de questions sur la fiabilité des modèles et sur exactement ce qu'il faut mettre dedans et comment il faut les recevoir. Je pense que ça pose des problèmes dans tous les domaines et ça nous ramène à ce que je disais au début, c'est que les crises, la pandémie n'a rien à voir avec la crise climatique, on ne peut pas dire qu'elles sont liées, mais ce sont des phénomènes qui ont des points communs et qui menacent nos sociétés de façon différente, mais avec des points communs qu'il va falloir prendre en compte pour essayer de résoudre le problème. Et je vais m'arrêter là et je vais laisser M. Nicolas Pommier nous parler des questions qui ont été soulevées par les exposés que nous avons entendus. Merci, professeur Haroche. Alors, j'ai quelques questions pour chacun de vous qui nous sont remontées. Je vais les poser par ordre d'intervention. Et la première, donc, c'est pour vous, Serge Haroche.
Vous aviez, lors d'une conférence à Londres l'année dernière, exposé la valeur de la vérité scientifique. Vous écrivez là-dessus. Alors la question est, dans un monde qui est aujourd'hui très blanc-noir, pour tout un tas de raisons, voilà, comment promouvoir la confiance et la compréhension des sociétés, des solutions amenées par la science. Voilà, il y a un gros effort face à ce sujet. Voilà. Très vaste sujet. Et tu as 30 secondes pour Je pense que j'ai été frappé, quand j'ai parlé dans mon introduction de l'intervention d'Angela Merkel devant le Bundestag, j'ai été très frappé par cette intervention parce que c'est la première fois que j'entendais un responsable politique important soulever ce problème avec ses tripes en quelque sorte. Elle montrait sa frustration et son désarroi devant cette question de la méfiance face à la science. Le fait que savoir si on a confiance à la science ou non devient maintenant une question politique, ce qui est absolument aberrant. Et je ne sais pas quoi répondre à ça. Je pense que évidemment, la solution vient, et c'est des choses que Pierre-Louis a dit dans son exposé, de l'éducation. Il faut dès le départ que les jeunes, au niveau de l'école, apprennent ce qu'est la démarche scientifique et qu'ils soient conscients de l'importance de cette démarche. Donc c'est l'éducation qui est primordiale. Quand on a dit ça, je pense qu'on a enfoncé des portes ouvertes. Je ne sais pas, je dois dire que je suis assez désorienté et très perplexe devant cette évolution. Il semble qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'anxiogène qui se développe dans la société, et la pandémie l'a montré particulièrement, on voit ressurgir cette méfiance vis-à-vis de la science, alors que c'est aberrant. Les exposés qu'on a entendus montrent bien que les solutions viendront de la science. Tout ce que nous a dit Marx, c'est qu'il y a des problèmes, la science est capable de poser des problèmes et elle donne des pistes vers les solutions. Donc il faut convaincre les gens de cela. Et je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Alors, la deuxième question pour le professeur Fauvel. Donc, vous nous avez montré que les sociétés micro, macro, de différentes tailles s'adaptent très bien. Vous avez beaucoup parlé de l'échelle temps et professeur Haroche l'a repris. La question qui est venue, c'était effectivement, a-t-on dans l'histoire des exemples d'adaptation majeure dans des périodes extrêmement courtes et sur une échelle assez importante? Alors ça, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce qu'on a souvent pas, on est historien et encore plus archéologue, on n'a souvent pas la résolution qui nous permet d'observer des phénomènes à toute petite échelle. Une datation carbone 14 vous donne une vérité à quelques dizaines d'années près. Par conséquent, on ne peut pas forcément jauger de la rapidité d'une réaction ou d'une forme d'adaptation, etc. Inversement, les historiens qui vont avoir affaire à des sources écrites tombent sur une résolution qui peut être celle de la décision. Une communauté décide de changer d'endroit parce que l'endroit dans lequel elle vivait n'est plus adapté. Donc ça donne l'impression d'une espèce d'immédiateté de la décision. Donc on oscille entre deux niveaux, si vous voulez, de résolution, l'immédiat de la décision et la durée plus longue de l'enchaînement des faits archéologiques. Et entre les deux, on perçoit très difficilement l'impact de l'adaptation des sociétés dans leur environnement. Donc c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Mais si je peux me permettre, je voudrais rebondir sur cette question très très intéressante, pardon, je monopolise la parole, mais bon, cette question très très intéressante de la défiance des gens à l'égard de la science. Je suis moi aussi très très préoccupé par ce que j'observe, et un peu partout, en particulier dans les pays occidentaux, aux États-Unis et en France, dans les deux pays où je vis le plus, où on constate des formes de plus en plus troublantes de défiance à l'égard de la science. Et l'analyse que je me fais de plus en plus, c'est s'agit-il vraiment d'une défiance à l'égard de la science, ou, ce qui est peut-être plus grave et plus troublant encore, d'une défiance à l'égard des scientifiques, c'est-à-dire de l'autorité qui énonce une vérité scientifique.
parce que cette défiance-là s'accompagne en même temps d'une défiance politique à l'égard d'autres formes d'autorité, etc. S'accompagne aussi de nouvelles formes de puritanisme, c'est-à-dire en fait de foi uniquement dans une vérité verticale reçue. Et toutes ces évolutions-là me font assez peur. Alors, vous me direz, le diagnostic entre défiance à l'égard de la science ou défiance à l'égard des scientifiques, ça ne fait pas une différence fondamentale, si ce n'est que la réponse par l'école n'apparaît pas nécessairement comme une solution. C'est-à-dire que je pense qu'il en va aussi d'autres formes d'éducation qui sont aussi des formes d'éducation citoyenne, etc. Et d'éducation à l'esprit critique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le soupçon complotiste qu'il y a derrière les remises en cause de la science sont d'une certaine façon un exercice critique au second degré. C'est-à-dire que c'est une espèce de surcriticisme, de critique qui prend la critique à son propre jeu et qui décide de ne plus croire même les scientifiques. Et il y a là quelque chose d'un peu vertigineux qui me fait très peur. C'est la perversion du doute. Le doute est à la base de la pensée scientifique, de démarche politique, mais il peut être perverti lorsque vous dites. Mais pour reprendre ce que vous dites, ce que disait Trump dans sa campagne électorale il y a 4 ans, c'est « j'aime les gens sans éducation ». Donc c'est ce lien entre la politique, le populisme politique et la défiance. On ne peut pas séparer la défiance vis-à-vis de la science de la défiance vis-à-vis des scientifiques. Alors j'ai aussi une question pour Marc Fontcave, et puisque d'ailleurs vous le dites dans votre livre qui vient de sortir, Altocatastrophisme, en fait la transition écologique, elle a démarré. On l'a évoqué avec le nucléaire, qui lui est une solution très connue et sur lequel on va se repencher très très certainement. Vous nous avez montré aussi donc dans la question quel carbone que on peut déjà, on fait déjà de l'éthylène, l'éthanol, etc. À quel horizon pour l'échelle industrielle ceci est-il possible, et de manière pour remplacer, je ne sais pas, les 10, 20, 30% des productions et des besoins actuels? Alors, ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement, parce que là aussi, la confiance dans la science, c'est si les solutions arrivent relativement vite. En l'occurrence, ici, dans cet exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout de suite quelque chose de concret. Quand je parle d'éthylène, d'éthanol, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. L'éthanol, c'est déjà dans nos voitures. Enfin, bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que j'ai raconté, c'est que il y a dans cette recherche-là, on est très en amont. C'est des processus d'une très grande complexité. En réalité, ce qui se passe dans cette boîte grise que j'ai montrée, qui s'appelle l'électrolyseur, ça nécessite de comprendre des problèmes de catalyse, de transfert d'énergie, enfin de tout un tas de choses complexes. Mais néanmoins, aujourd'hui, et ça renforce ce sentiment que j'ai, cette réalité que j'essaye de dire aux gens qui sont un peu dans l'angoisse d'une catastrophe imminente et à laquelle on ne répondrait pas assez vite. Hein, cette idée de les pas sont trop petits, enfin, comme le dit Nicolas Hulot, ou bien on ne fait rien, enfin, etc. Donc, il se passe des choses, mais là aussi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, vous me posez une question de temps, je ne peux pas répondre très précisément, mais si je regarde les industriels, par exemple, qui travaillent avec moi, et je parle de ceux qui investissent, y compris dans la recherche que je fais, c'est-à-dire très en amont, c'est-à-dire qu'ils prennent, je dirais, un certain risque, puisqu'ils ne sont pas juste vouloir que je leur apporte la solution dans 1 ou 2 ans. Pour ne pas citer l'entreprise, mais l'entreprise avec laquelle je travaille est en train d'imaginer des dispositifs à grande échelle, par exemple pour la production d'éthylène et d'éthanol, en 2035. Donc je ne parle pas de 2 ou 3 ans, c'est une affaire de 15 ans. Voilà. Et c'est ce que je dis aux gens. Je veux dire, toutes ces nouvelles technologies-là, alors on peut le regretter, mais la réalité, c'est qu'on les aura mises en œuvre, et d'ailleurs grâce aux entreprises, parce que
toute la recherche que je fais, ou celle que fait Jean-Marie Tarascon, que je connais bien sûr, c'est Patrick, elles ne servent à rien si les entreprises derrière ne les prennent pas pour les mettre sur le marché. Ce n'est pas moi qui vais les mettre sur le marché. Donc c'est une combinaison de tout ça, mais malgré tout, ça prendra le temps que je vous ai indiqué. 15 ans, 20 ans. Pas 2 ans, pas 1 an. C'est la même chose pour les avions aussi. Exactement. Et enfin, pour le professeur Lyons, alors 2 questions très différentes. La première, est-ce qu'on manque de matheux aujourd'hui, puisque vous avez évoqué tous les besoins sur lesquels les modèles, et un regard critique sur ces modèles, les maths peuvent s'appliquer et apporter des éléments de décision. Est-ce qu'on manque de matheux? Et une autre question qu'on m'a posée aussi sur la taxe carbone, est-ce que vous êtes très en faveur, etc. dans vos... Voilà. Je vais commencer par la deuxième question qui est plus simple parce que le diable se cache dans les détails. Sur le principe de la taxe carbone, je vais peut-être enlever ça. Sur le principe de la taxe carbone, moi, j'ai aucun problème. Je considère que ça peut vraiment aller dans le bon sens. Après, il faut vraiment étudier les modalités. Hein. On a fait des études sur le trading haute fréquence, sur l'impact des taxes Tobin, etc. Donc, le problème, c'est que les discours se réduisent toujours à des affrontements quasi religieux entre les pour et les contre, alors qu'en fait, suivant les modalités, les simulations que l'on peut faire donnent des résultats extrêmement différents. Donc, je suis pour le principe et attentif à la mise en place. Sur le nombre de mathématiciens, un vaste sujet. Alors, je pense que tous mes collègues seraient d'accord pour dire qu'il y en a déjà trop. Mais plus sérieusement, je ne sais pas. En tout cas, il y a un grand besoin. Je regrette 2 choses. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés dans les maths et qui s'orientent vers le sujet à la mode, que j'aurais un peu envie de qualifier de bulle spéculative, qui est le traitement de données massives, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pourquoi j'emploie des mots aussi durs? C'est que d'une certaine manière, là on s'attaque à des problèmes faciles avec les traitements. Et on manipule pour des problèmes légèrement plus compliqués, mais qui ne restent pas très difficiles. On se sert d'algorithmes dont on ne comprend pas le fonctionnement. Hein, je pense au deep learning. Et ça, c'est quand même très gênant, surtout qu'en plus, il y a des conséquences sociales là-dessus. Bon. Une des conséquences, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient se tourner vers des carrières de mathématiques ou de mathématiques appliquées ou d'application ou d'ingénierie mathématique, puisque c'est peut-être de cela dont il faut le plus parler, qui se ruent sur le domaine à la mode, et les effets de mode sont toujours un peu gênants dans les orientations et dans les choix des jeunes. Donc oui, on a besoin de plus d'ingénieurs mathématiciens qui réfléchissent, et pas qui de manière aveugle des algorithmes. Merci beaucoup. Par contre, ça veut dire un dernier petit mot. Professeur Arroche, professeur Fauvel, professeur Foncade, professeur Lyons, merci 1000 fois de vous avoir fait partager votre immense savoir. Ce soir, je crois que le message, moi, que j'ai retenu principalement, c'est qu'il faut faire confiance à la science. Et tout en gardant notre esprit critique, vous l'avez bien dit, et que la recherche a un rôle essentiel à jouer pour notre avenir. Alors, au-delà des enjeux climatiques, il y a d'autres défis dans les domaines les plus variés qui nous attendent aussi. Et maintenant, je voudrais donc conclure en vous parlant de mon engagement au Collège de France. Voilà, je suis fière de m'être engagée en participant à la création de la Fondation britannique du Collège de France, aux côtés du professeur Arroche, d'Emmanuel de Tézac, de Nicolas Pommier et de Laurent Aziza. Alors, pour accompagner financièrement la Fondation du Collège de France, nous voulions aussi être présents au Royaume-Uni et faire un pont entre la Grande-Bretagne, la recherche et l'enseignement français au niveau le plus élevé.
Voilà, donc amis de France et d'Angleterre, nous vous disons donc à très bientôt et nous vous remercions par avance pour votre soutien. Voilà. Bonsoir. Merci. Merci.